En Chine, la Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires construites, détruites et reconstruites à plusieurs époques et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle avant notre ère et le XVIIe siècle, de la frontière coréenne jusqu'au désert de Gobi pour marquer et défendre la frontière nord du pays. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme, à la fois en longueur, en surface et en masse. La longueur totale des murs avoisine les 6700 km. En raison de cette longueur, elle est surnommée la Longue Muraille de 10 000 li. Le li étant une ancienne unité de longueur chinoise mesurant 576 mètres et 10 000 symbolisant l'infini. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres et sa hauteur entre 5 et 17 mètres. La Grande Muraille est ponctuée de tours de guet et de bastions sur toute sa longueur et elle est surtout très impressionnante sur les milliers de kilomètres proches de Pékin, la capitale. Populairement, on désigne sous le nom de Grande Muraille la partie construite durant la dynastie Ming entre les XIVe et XVIIe siècles pour empêcher les armées mongoles et mandchoues d'envahir le riche empire de Chine. Mais les peuples chinois avaient déjà construit des murs contre les invasions du Nord depuis leur plus ancienne dynastie, dès le deuxième millénaire avant notre ère. De simples levées de terre qui pouvaient atteindre 10 mètres de haut. Les travaux effectués sous les dynasties Ming, puis Qing, ont donc produit le plus gigantesque ouvrage de génie militaire du monde. Son importance historique et stratégique n'a d'égal que sa valeur architecturale. De nombreuses légendes courent sur la construction de la muraille, dont la plus célèbre raconte que lors de sa construction, l'un des nombreux travailleurs enrôlés de force meurt d'épuisement. Son corps est alors utilisé comme remblai dans la muraille. Sa femme, entre-temps, partie au milieu de l'hiver et traversant une partie de la Chine pour lui fournir des vêtements, arrive après sa mort. Ses pleurs et son désespoir sont tels que le ciel fait s'écrouler la muraille à l'endroit où se trouve le corps de son mari, et l'épouse meurt alors à son tour. On prête à la Grande Muraille la réputation d'être le plus grand cimetière du monde. Environ 10 millions d'ouvriers seraient morts pendant les travaux. Mais ils n'ont pas été enterrés dans la muraille elle-même, contrairement à ce que raconte la légende, mais dans ses environs immédiats. Par la suite, la muraille de Chine fut laissée à l'abandon jusqu'à ce que le tourisme la sauve, car cette dernière fut considérablement endommagée pendant ces années d'abandon. Ses briques et ses pierres servirent à la construction de maisons et de routes, et même son cœur de terre fut utilisé par des paysans pour enrichir leurs champs. Pendant la révolution culturelle, sous le gouvernement de Mao Tse-tung, les rebelles et les gardes rouges s'en prennent aux monuments et aux lieux de culte. Ces pierres furent enlevées pour construire des bâtiments. Suite donc à l'engouement des touristes pour cette impressionnante construction, le gouvernement chinois lança la restauration de certains tronçons. Depuis 1987, la muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et a été nommée comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde en 2007. Elle est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques du pays. En 2009, l'administration chargée du patrimoine culturel, ayant utilisé des technologies de mesure plus récentes, a révisé la mesure de l'édifice et a déclaré une longueur de 8 852 km, dont 6 260 km de murs, 360 km de tranchées et 2 233 km de barrières naturelles telles des montagnes ou des rivières. Cette nouvelle estimation prend en compte des parties actuellement détruites. De plus, des études par satellite ont montré que de nombreux segments d'une longueur totale d'environ 1000 km étaient enfouis sous terre
ou sous la végétation. La muraille, pas plus large qu'une autoroute, n'est bien sûr pas visible depuis la Lune à l'œil nu, comme certains l'indiquent, mais depuis une orbite basse. D'après l'astronaute Leroy Chiao, à l'issue de son séjour de 6 mois dans la Station spatiale internationale, elle est visible depuis l'espace par beau temps, grâce à son ombre due à un soleil suffisamment bas sur l'horizon. Vu de la Terre, en tout cas, c'est un spectacle magnifique qui se dévoile devant les yeux. La muraille se dessine à perte de vue tout en suivant les courbes irrégulières de la montagne, entourée de paysages splendides. On arpente ces pavés en songeant au siècle passé et à tous ces hommes qui ont foulé avant nous cette ligne de séparation entre civilisation et barbarie et où aujourd'hui règne un silence majestueux. Un très bel endroit de réflexion et de méditation. Située à la pointe nord de l'Amérique du Sud, la Colombie est le seul pays du continent qui a des côtes sur les 2 océans. Anciennement, Santa Fe de Bogota est la capitale de la Colombie. Elle a été fondée le 6 août 1538 par l'Espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada durant la conquête espagnole. Elle est la métropole incontestée du pays et occupe également une place prépondérante en Amérique latine. Bâtie sur un haut plateau andin, la ville est entourée de sommets qui culminent à plus de 3000 mètres et vers lesquels on peut se déplacer en téléphérique. Bogota, à l'instar du pays, est ethniquement diverse. L'interaction entre les descendants des Indiens, les colons espagnols, les Africains et l'immigration du XXe siècle ont produit un patrimoine culturel varié. La Constitution colombienne garantit aujourd'hui la liberté de culte et l'égalité de toutes les croyances devant la loi. L'église de Veracruz a été construite au XVIe siècle. Entre les années 1550 et 1575, c'était l'un des premiers bâtiments de la ville. L'entrée supporte un linteau de pierre haussé de 2 petits pinacles et d'une niche qui abrite une sculpture de Sainte Veracruz. À l'intérieur, les piliers rectangulaires sont massifs. L'atmosphère respire la méditation avec son autel sobrement décoré. Par son mur arrière, l'église est mitoyenne d'une autre église, celle de San Francisco. Cette église est considérée comme la plus typique et la plus ancienne de Bogota, qui en compte plus de 200. L'église San Francisco est un témoignage du style churrigueresque, qui est un style baroque très chargé de l'Espagne du XVIIIe siècle. À l'intérieur, des retables et des plafonds en bois sculptés et un magnifique autel. La Candelaria est le quartier historique de Bogota. Les vieilles maisons colorées ont le style baroque colonial espagnol. Le district de la Candelaria jouxte la Plaza de Bolívar où sont situés plusieurs édifices publics et religieux importants. Le Capitole, qui est le siège du Congrès. Le Palais de Justice, qui est le symbole du pouvoir judiciaire en Colombie. À côté, dans son étonnante architecture Renaissance, le Palais Liévano abrite depuis 1910 la mairie de Bogota. Le corps a 2 niveaux avec 32 baies de fenêtres et le palais possède des toits mansardés. Le Colegio Mayor de San Bartolomé est une école de l'enseignement secondaire fondée en 1604 par la Compagnie de Jésus. Depuis 400 ans, elle a diplômé 28 présidents et autres personnalités du pays. Sur la place également, la cathédrale de l'Immaculée Conception. De style néoclassique, elle a été construite entre 1807 et 1823 par le moine et architecte espagnol Domingo de Petres, sur le lieu même où furent érigées et démolies successivement 3 anciennes cathédrales de la ville.
Dans la cathédrale se trouvent en tout 14 chapelles avec de magnifiques tombeaux dédiés à diverses personnalités. Dans la Candelaria, le centre historique et culturel de Bogota, la présence de nombreux musées, théâtres et bibliothèques participe à offrir à la ville une situation d'un grand intérêt sur le plan culturel. Certains de ces lieux figurent parmi les plus importants de Colombie et attirent un public venu du monde entier. C'est le cas du musée Botero. Le musée Botero, ou musée d'art moderne, dispose derrière ses belles arcades coloniales de 123 œuvres de l'artiste et de 87 œuvres d'artistes internationaux. Fernando Botero est un aquarelliste et sculpteur réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Icône dans le monde de l'art, son travail est reconnu partout. Il est considéré comme l'artiste le plus vivant d'Amérique latine. Le théâtre Cristóbal Colón est le théâtre national de Colombie. Il est de style néoclassique en pierre taillée. Il fut baptisé Cristóbal Colón en l'honneur de Christophe Colomb et inauguré le 12 octobre 1892 pour commémorer le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Une splendide céramique commémore l'événement. Le bâtiment du musée d'art colonial est l'une des maisons nobles de Bogota. Construit au début du XVIIe siècle par le jésuite Pedro Pérez, il faisait partie du grand ensemble architectural de la Compagnie de Jésus. Le musée se trouve dans la maison des salles de classe, qui est le plus vieil édifice de Bogota. L'église San Agustín, avec ses 2 colonnes de type toscan, a été construite entre 1642 et 1668. C'est une interprétation des sources architecturales de la Renaissance prises ici et là dans les traités d'art de cette époque. L'église comporte d'importantes œuvres d'art religieux de l'époque coloniale. Elle est aujourd'hui un témoignage de la production artistique dédiée à la propagation de la foi en Bolivie et conserve un riche patrimoine représenté dans les sculptures exquises, les retables, les peintures murales et les toiles réparties dans les différentes chapelles. Dans le quartier de la Candelaria, le sanctuaire Notre-Dame des Carmes est dédié à la Vierge Marie. Il a été construit au XIXe siècle. Le temple fut conçu par l'architecte Giovanni Buscaglione en style gothique florentin avec des touches byzantines et arabes, influencées par ses voyages en Italie, à Constantinople, à Izmir et à Alexandrie. À noter l'alternance des couleurs marron et crème emblématiques des carmélites. Aujourd'hui, c'est un symbole de la communauté salésienne qui est un ordre voué à l'éducation des jeunes et dont la devise est « Donne-moi des âmes et prends le reste ». Après avoir traversé la guerre d'indépendance, Bogota fut encore la capitale de la Grande Colombie jusqu'en 1830. La dissolution de cet État permit de créer l'Équateur, le Venezuela et la Colombie actuelle. Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'histoire de la Colombie ne fut qu'une suite de guerres civiles qui aujourd'hui se sont apaisées. Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est traversée par le fleuve Chao Phraya. La ville n'est située qu'à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer et, tout comme Venise, s'enfoncerait de 1 voire 2 cm par an. Le nom de Bangkok n'a plus été utilisé par les Thaïlandais depuis sa fondation au XVIIIe siècle, mais pour des raisons inconnues, les étrangers persistent toujours à l'appeler Bangkok. Son appellation courante est Krung Thep. Le grand palais royal de Bangkok, construit par le roi Rama Ier en 1782 sur la rive gauche du fleuve, est le monument incontournable de la ville. Il représente le symbole de la monarchie thaïlandaise
D'une surface de 22 hectares, il est entouré de 4 murs longs de 2 km. Le palais a été la résidence des rois de Siam, l'ancienne Thaïlande, jusqu'en 1925. Il abrite non seulement la résidence royale et la salle du trône, mais aussi un grand nombre de temples, gardés par des Dvarapala, qui sont des figures mi-humaines et mi-démoniaques. Parfois armées d'une massue, elles ont un aspect farouche. Le Grand Palais, divisé en plusieurs quartiers, est donc composé de nombreux bâtiments, halls ou pavillons, et son éclectisme de style est dû à des ajouts et des reconstructions déployées tout au long des règnes successifs, notamment sous le règne du roi Rama V, comme le reliquaire doré, le mandop ou le panthéon royal. Le temple du Bouddha d'émeraude est considéré comme le plus sacré des temples bouddhistes en Thaïlande. Il s'agit d'un symbole politico-religieux puissant. Le bâtiment principal abrite la statue du Bouddha d'émeraude qu'il est fortement interdit de photographier. Cette statue de jade possède 3 costumes d'or et de pierreries qui sont changés solennellement par le roi lui-même, suivant les saisons. Le mur qui entoure le sanctuaire est décoré de monstres mi-humains, mi-oiseaux et par des peintures murales représentant l'épopée de l'hindouisme précédant le bouddhisme. Un peu plus loin, les bâtiments du Phra Maha Montien sont situés à peu près au centre de l'ensemble du Grand Palais. Ce groupe de bâtiments de style traditionnel thaï fut autrefois la demeure des rois. Sa construction a commencé en 1785 sur l'ordre du roi Rama Ier et tous les couronnements royaux depuis celui de Rama II ont eu lieu ici. La nouvelle salle du trône, elle, témoigne de l'influence européenne. Les reliquaires, appelés Shedi en Thaïlande, sont gardés par des créatures mi-hommes, mi-démons, les Yaksa. En quittant le Grand Palais se trouve un mémorial consacré à Rama Ier, le fondateur de la ville. Ce général devint le premier roi de la dynastie Chakri, qui règne encore aujourd'hui sur le pays. La Thaïlande est un pays de grande dévotion et l'on trouve à presque chaque coin de rue une multitude de petits temples où chacun peut venir y faire ses offrandes et ses suppliques à Bouddha. Proche du Grand Palais, le Musée national, l'un des plus vastes et riches musées du sud-est asiatique, renferme une grande et superbe collection d'objets d'art. Abritant autrefois un palais, le site se compose de plusieurs bâtiments anciens de toute beauté. Dédié à la préservation de l'héritage culturel de la Thaïlande, le musée expose des collections d'art, des artefacts et des objets découverts dans des ruines ou au cours de fouilles archéologiques. Un des pavillons du musée expose des objets cérémoniels et une galerie est consacrée à l'histoire de l'art. On peut également y voir la chambre de la reine. Le Wat Po est l'un des plus grands et des plus anciens temples bouddhistes de Bangkok. Sa construction a débuté en 1788 sur le site d'un temple plus ancien et a été agrandi sous le règne de Rama III au XIXe siècle. Le Wat Po abrite un gigantesque Bouddha couché. La statue, entièrement recouverte de feuilles d'or, fait 45 mètres de long et 15 mètres de haut.
Elle représente Bouddha sur son lit de mort, sur le point d'accéder au nirvana total. Ses pieds sont incrustés de nacre représentant les 108 états de Bouddha. C'est un endroit d'une grande dévotion et chacun peut y déposer des offrandes, comme des fleurs, de l'encens, de l'eau ou du riz. L'enceinte du temple abrite de nombreuses galeries entre lesquelles il est bon de flâner. Dans l'une d'elles, on peut admirer des statues en or du Bouddha debout, chose assez rare. Le Wat Po est certainement l'un des plus beaux lieux de Bangkok. Dédié à la méditation et à la plénitude, il abrite également depuis 1962 une école de médecine traditionnelle réputée. De par sa latitude, Key West est la ville et l'île la plus méridionale des États-Unis. Elle est située à l'extrémité sud-ouest de l'archipel de Floride. À l'origine appelée Cayo Hueso, c'est-à-dire île aux os par les Espagnols, à cause de nombreux ossements qu'ils y trouvèrent lors de leur arrivée, son nom fut transformé par les Anglais en Key West. Le centre-ville se situe dans la partie ouest de l'île, dans le vieux quartier historique, et aujourd'hui, Key West vit essentiellement du tourisme friand de la position excentrée du lieu et de son côté désuet. D'abord fréquenté par des artistes et des intellectuels durant le XXe siècle, Key West attira très vite une population bohème et fortunée et, à partir des années 1980, un nombre important de touristes attirés par son ambiance et par son patrimoine architectural pratiquement intact. Key West est donc situé à la confluence des eaux de l'Atlantique et du golfe du Mexique. Vivant de pêche, de chasse au trésor et de fabrication de cigares, les habitants y menaient une vie cachée à l'abri du développement jusqu'à la construction du chemin de fer, puis de la route dans les années 1930. On retrouve la tradition maritime de l'île dans le quartier historique du port récemment restauré. Et de nos jours, c'est l'endroit où l'on organise une journée en mer, car avec son climat d'une douceur délicieuse et ses cieux d'un bleu cristallin, l'île est réputée pour la plongée, la pêche ou les sports nautiques. Après une journée en mer, Duval Street est le rendez-vous de tout ce que la Floride compte de fêtards, particulièrement le week-end. De nombreux restaurants ou bars accueillent les touristes, comme chez Sloppy Joe, où le rhum coule à flot. Key West a donc acquis une notoriété internationale de par les personnages qui l'ont fréquenté ou qui y ont vécu. Ici, on se souvient de la présence d'Ernest Hemingway, grand amateur de pêche au gros, et de daiquiri, ce cocktail à base de rhum et de citron. Hemingway aimait venir à Key West et se mêler à la population locale lors de matchs de boxe ou de concours de bras de fer. C'est pendant cette période qu'Hemingway acquit le surnom de Papa. Plus tard, nombre de stars hollywoodiennes ont à leur tour fréquenté ce lieu. Hemingway était arrivé à Key West à la fin des années 1920 alors qu'il venait d'épouser Pauline, sa seconde femme. En 1931, c'est l'oncle de celle-ci qui leur acheta la maison de la rue Whitehead que l'on visite aujourd'hui en guise de cadeau de mariage. Elle avait été construite dans le style colonial franco-espagnol en vogue à la Nouvelle-Orléans au XIXe siècle. Auparavant, Hemingway n'avait occupé qu'une simple chambre en ville. La demeure est agrémentée des meubles que sa femme avait achetés en Europe, notamment des antiquités espagnoles au XVIIIe siècle. Hemingway aimait recevoir,
Et le célèbre écrivain Dos Passos, ami de la famille, vint ici à plusieurs reprises avec sa femme pour rendre visite au couple. C'est aussi dans cette maison qu'ont grandi deux des fils d'Hemingway, Patrick et Gregory. On estime que c'est à Key West qu'Ernest Hemingway a écrit près de 70% de ses œuvres, notamment L'adieu aux armes, Mort dans l'après-midi, Les neiges du Kilimandjaro, Les vertes collines d'Afrique et Pour qui sonne le glas. Il travaillait tous les matins de très bonne heure dans un studio aménagé au second étage. L'auteur adorait les chats et leur donnait des noms de stars. Leur cimetière est une curiosité. L'un d'eux avait 6 doigts à chaque patte et sa descendance a été féconde car les chats vivants aujourd'hui ont les mêmes stigmates. Hemingway fit construire la première piscine de l'île. Elle aurait coûté 20 000 $, une somme extravagante dans les années 1930, mais qui permettait à l'écrivain célèbre d'y inviter d'autres célébrités. Mais après son divorce en 1940, il ne revint à Key West que rarement, lui préférant dorénavant la Havane. Quand on visite la ville, on découvre que le centre de Key West, la partie ouest qui constitue le quartier historique ou Old Town, est l'un des véritables joyaux architecturaux et botaniques de l'Amérique. L'architecture y a conservé un cachet typique de la fin du XIXe siècle, à forte influence victorienne, avec des bungalows, des maisons d'un seul tenant et des maisons à un étage, toutes construites en bois sur un socle surélevé, lambrissé et coiffé de toits métalliques. Même dans les plus petites ruelles, la population locale a restauré les vieilles maisons et les appareils d'arbres luxuriants et de fleurs tropicales. Elles sont ornées de découpes en bois, de corniches, de balustrades et souvent entourées d'un porche ou d'une véranda et peintes de couleurs pastel. Dans l'une d'elles, l'écrivain Tennessee Williams y aurait écrit un tramway nommé Désir. Dans une rue, une maison attire l'attention. C'est l'ancienne résidence du président américain Truman, où il installa ses quartiers d'hiver dans les années 40 et que la presse appela aussitôt la Maison Blanche d'hiver. À Key West, lorsque le soleil s'apprête à se coucher et brille de ses 1000 feux, tout le monde se rassemble. Et au son des musiciens, des jongleurs, des mimes et autres artistes, la ville prend un nouveau rythme, celui de la nuit. Les rues reprennent alors vie sur les terrasses de café, les bars, pubs et restaurants. Et dans cette ville du bout du monde, on peut alors facilement vouloir abandonner la vie citadine, et ce de façon permanente. Située sur le fleuve Song-Uong, la rivière des parfums, qui sépare la vieille ville au nord de la cité moderne au sud, Hue fut la capitale impériale du Vietnam de 1802 à 1945. Au cœur de la ville, le pont Trang Thien enjambe la rivière des parfums. Il est composé de 6 arches en acier et mesure 403 mètres de longueur. Il a été construit par Gustave Eiffel sous le protectorat français à la fin du XIXe siècle. Mais le fait qu'elle ait été capitale impériale du Vietnam donne à Hue un caractère particulier et un grand prestige qui se traduisent notamment dans la musique et dans la cuisine, tout autant que dans la richesse de ses palais. L'ancienne cité se situe dans l'enceinte de la citadelle royale, construite au bord de la rivière à partir de 1805. Elle est entourée de murs de 6 mètres de haut et de plusieurs bastions sur un périmètre de 2,5 km. La cité est entourée de larges douves. Elle est accessible par 4 portes fortifiées, chacune munie d'un pont. Symbole de la cité impériale de Hue,
La porte du Midi était le lieu d'administration suprême de la dynastie des Nguyen. De cette porte percée de 5 entrées, l'empereur faisait part de ses décisions en s'adressant à ses fonctionnaires et au peuple. Construite en 1833 par Minh Mang, cette porte centrale, ainsi que le pont, étaient exclusivement réservés pour les besoins de l'empereur. L'ancien siège impérial du gouvernement et principale attraction de Hue se présente comme un grand complexe tentaculaire de temples, de pavillons, de fossés, de murs et de portes. La voie royale traverse la cité interdite et porte avec elle les bâtiments les plus importants de l'ancienne capitale de Hue, le palais de la suprême harmonie, la salle du trône et le musée impérial qui abrite les vêtements royaux. Autour de cet axe central, les centaines d'ouvrages sont installés en harmonie avec la nature, car le tout se situe dans un parc. La cité pourpre regroupe de nombreux pavillons et palais reliés par de nombreuses et longues galeries qui permettaient la circulation entre eux. Autre monument phare de la cité, le théâtre royal, où sont encore donnés aujourd'hui les spectacles de musique traditionnelle de la cour de Hue, laquelle est reconnue comme patrimoine culturel immatériel du monde depuis 2003. La troupe du théâtre royal a pour but de conserver et de promouvoir la musique cérémoniale, les danses impériales et les chansons traditionnelles de l'opéra de Hue. Au XIXe siècle, les fêtes et la musique de l'ancienne capitale se développent fortement. À la cour royale, des fêtes telles que la cérémonie céleste ou la cérémonie terrestre, ou même la fête du Tête traditionnelle, disposent de leur propre rituel. C'est la musique de cour. Ici, dans le théâtre, l'art de la décoration et des motifs, si identitaire et particulier de la dynastie royale des Nguyen, est à l'apogée de son harmonie. À Hue, les jardins royaux ont grande réputation. Chaque construction possède son jardin et son bassin bien tranquille. Les deux pavillons de l'Est et de l'Ouest étaient réservés aux mandarins, les chefs de région, avant qu'ils soient reçus dans le palais des audiences privées du roi. Sous la colonisation française au XIXe siècle, Hue était la capitale de l'Annam, l'une des subdivisions de l'Indochine française. Sous tutelle, la monarchie fut maintenue et les Français ont donc gardé à Hue son statut de ville impériale jusqu'en 1945, date de l'abdication de l'empereur Bao Dai. Au sein de la cité impériale, la cité pourpre interdite était réservée uniquement à l'usage personnel de l'empereur qui avait une vie privée très chargée. Ici, il y a pu avoir jusqu'à 500 concubines et une armée d'eunuques pour les gérer. Dans ces espaces démesurés, le détail des boiseries restaurées laisse imaginer les fastes passés de la cour royale. Il faut traverser plusieurs portes dont les couleurs ont pâli et qui rythmaient jadis le chemin qui partait de la cité interdite pour accéder au palais de la reine-mère de l'empereur. Dans le salon, les personnes convoquées en audience prenaient place sur ces fauteuils. Le pavillon nautique fut construit pour le repos de la reine-mère. Il représente le summum du zen asiatique.
Actuellement, la citadelle de Hue garde en elle l'allure d'une ancienne capitale féodale où des bâtiments et ouvrages se trouvent en parfaite harmonie avec la nature et les traditions culturelles. Avec un patrimoine digne d'un trésor national, Hue est le symbole de la culture vietnamienne. Meknès est la troisième plus grande ville du royaume. Sous le règne de Moulay Ismaïl, autour des années 1700, Meknès fut la capitale du Maroc durant la dynastie alaouite qui succédait à celle des Saadiens. Moulay Ismaïl choisit Meknès comme capitale pour des raisons à la fois stratégiques, politiques et géographiques. Ce Louis XIV marocain fit élever des remparts longs de 40 km. Il pilla les ruines de Volubilis et le palais El Badi de Marrakech pour construire sa cité impériale. Certaines portes des remparts sont de toute beauté. Elles justifient l'appellation de Meknès, la capitale aux belles portes. La porte Bab Mansour a été érigée en 1732 par un architecte chrétien converti à l'islam. Elle est considérée comme l'une des plus belles œuvres construites sous Moulay Ismaïl et c'est un magnifique mélange de formes géométriques s'entremêlant de couleurs. La porte donne accès à la Casbah sur la place El Hidim. La dynastie alaouite est une dynastie qui règne sur le Maroc depuis la mort du dernier souverain saadien en 1659 et elle est toujours à la tête du royaume de nos jours. À Meknès, le souk couvre une demi-douzaine de rues principales. Il est très joli et beaucoup plus calme que ceux de Marrakech et de Fès. Il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle et l'avènement du deuxième sultan alaouite, qui était Moulay Ismaïl, pour que la ville de Meknès se place au premier rang des cités impériales. Construite au XIVe siècle par le sultan Abou el-Hassan de la dynastie mérinide, la médersa est une école coranique donnant des cours de droit et de religion musulmane. C'est une merveille de l'architecture islamique. La cour centrale est un symbole d'élégance orientale. La finesse des mosaïques de faïence émaillée et la beauté du plafond en bois de cèdre sculpté sont remarquables. Chaque petite fenêtre en bois du premier étage indique une chambre d'étudiant. Avec ses éliges, ses stucs finement travaillés et ses bois sculptés, la cour est le fleuron de la médersa. Enfin, depuis la terrasse, on pourra admirer l'une des plus belles vues de la ville sur la Médina et sur le minaret de la grande mosquée. Meknès recèle de nombreuses mosquées ayant de beaux minarets. Pour cette raison, la ville est aussi appelée la ville aux 100 minarets. Moulay Ismaïl de la dynastie des Alaouites, qui gouverna le Maroc depuis Meknès pendant 55 ans, meurt en 1727 à l'âge de 82 ans. Il détient à ce jour le record de longévité en tant que monarque absolu. Cette mosquée, construite en 1703, est devenue le mausolée où repose son corps aux côtés d'une de ses épouses et 2 de ses fils. Moulay Ismaïl n'entretient pas moins de 500 concubines, dont il eut plusieurs centaines d'enfants, 1042 exactement, à la fin de son règne. C'est un des rares monuments religieux du Maroc ouverts aux non-musulmans. Après plusieurs cours, dont la dernière comporte un bassin pour les ablutions et où les visiteurs doivent se déchausser, on progresse vers le lieu saint. Et l'on accède à la superbe antichambre du mausolée. De là, on peut voir, sans y pénétrer car l'accès est réservé, la chambre funéraire richement décorée du sultan. Restauré en 1960, le mausolée a conservé sa beauté et son authenticité d'antan.
Dar Jamaï est un palais construit, lui, en 1882. Il appartenait au grand vizir du sultan Hassan Ier à la fin du 19e. Sa construction a duré 2 ans et montre tous les fastes du Maroc à cette charnière du XXe siècle. Non loin, dans la partie sud de l'enceinte, se dresse une bâtisse imposante, le palais Al-Mansour. Son nom évoque le nom d'un autre monument fameux de Meknès, la porte Bab Mansour. La construction des 2 monuments a été supervisée par le même architecte, le converti Al-Mansour. Le palais date de la fin du règne de Moulay Ismaïl. Le rez-de-chaussée servait de magasin et l'étage d'habitation noble. Le palais El-Mansour associait ses fonctions de tour de guet et de bastion, celle d'un dépôt d'armement, d'un réservoir de grains et celle d'une demeure princière. Sa hauteur varie de 12 à 14 mètres. Ici, l'usure du temps a fait son œuvre. Il ne reste de ce palais de Moulay Ismaïl que les immenses greniers à blé où étaient entreposées les réserves alimentaires de la ville, mais aussi le foin et le grain prévus pour nourrir les 12 000 chevaux du souverain. Tout un réseau de canalisations souterrains, alimentés en eau fraîche par des norias actionnés par des mulets, maintenait une température fraîche et constante à l'intérieur des réserves. D'après les chroniqueurs de l'époque, l'obsession de Moulay Ismaïl d'être assiégé fut à l'origine de la démesure des greniers qui, une fois remplis, aurait pu assurer la survie de la ville pendant 20 années. Aucun siège ne dura en réalité plus d'1 semaine sous son règne. Le soir tombe et la foule commence à s'agglutiner pour ce rendez-vous incontournable de convivialité. Sur la grande place souffle comme une fraîche brise, un air de liberté. Au sud-est de l'Afrique, Nosy Be est la plus grande des îles située sur la côte de Madagascar, dans le canal du Mozambique. En fait, Nosy Be est un archipel d'origine volcanique, composé de petites îles différentes les unes des autres et qui propose de très belles plages où il fait bon flâner à l'ombre des cocotiers. Même si les eaux limpides sont une invitation à la baignade, il est temps maintenant de prendre la route et de partir à la découverte de l'île. L'intérieur, dans une gamme de verts du plus tendre au plus foncé, dévoile ces villages pittoresques dans lesquels vit une population très métissée et multiculturelle. Toutefois, les Antakarana et les Sakalava sont les 2 principales ethnies qui peuplent cette région. Ici, la tradition locale cohabite pacifiquement avec le bouddhisme, le christianisme et l'islam, ces nouvelles religions dues aux flux migratoires venant de l'extérieur. Essentiellement agricole et pratiquement sans industrie, l'île de Nosy Be est une région pauvre. Les infrastructures comme les routes ou l'adduction d'eau manquent encore malgré le développement du tourisme depuis une 40aine d'années. Avec ses forêts et ses rizières, l'île est surtout célèbre pour ses plantations d'ylang-ylang. Omniprésente, cette plante originaire des Philippines est cultivée pour ses fleurs odorantes dont on extrait une huile essentielle très prisée de l'industrie des cosmétiques. Surnommée l'île aux parfums, plusieurs distilleries sont réparties sur le territoire et les senteurs envoûtantes émanent de toute la contrée. Grâce à sa position géographique à environ 15 km seulement des côtes de Madagascar, Nosy Be est protégée des alizés et des cyclones. Elle est le meilleur mouillage de l'océan Indien.
Pour cette raison, cette région est naturellement prédisposée à être une zone de contact entre les civilisations et de flux commerciaux en tout genre. Elleville est la principale agglomération. Elle abrite d'anciennes maisons construites au XIXe siècle et laissées en héritage. Jadis, de par ses points stratégiques dans l'océan Indien, Nosy Be, le village des Indiens du royaume de Sakalava, était devenu un comptoir pour la traite des esclaves. Actuellement, les vestiges témoignent de ses présences anciennes. On peut y voir de vieux canons de marine. Il est temps maintenant de quitter Elleville et la civilisation afin de partir vers ce à quoi nous sommes venus, vers une nature intacte et sauvage. La mangrove est un écosystème extrêmement protégé de marais marins incluant des végétaux spécifiques, les palétuviers, qui ne se développent que dans la zone de balancement des marées dans les régions tropicales. Ces milieux particuliers procurent des ressources importantes en bois et en poissons pour les populations vivant sur ces côtes. Nosy Be est donc le pôle des aires protégées, du développement durable, des parcs et des réserves naturelles où sont sauvegardées les différentes espèces rares et endémiques. L'île abrite aussi l'authenticité de ces villages, accessibles uniquement par la mer. Les habitants vivent ici pratiquement en autarcie, et le riz est la base principale de l'alimentation locale avec le poisson et les fruits. Mais l'attraction ici, ce sont les lémuriens. Les zones sauvages abritent nombre d'espèces comme les lémuriens, mais aussi des serpents non venimeux, des crocodiles, des tortues ou des caméléons, ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux et de papillons. Nosy Be est aussi réputée pour sa végétation luxuriante. Hormis les mangroves et les savanes, la forêt primaire avec le célèbre arbre des voyageurs est le principal paysage que les visiteurs peuvent découvrir. Nosy Be est entourée d'une constellation de petites îles coralliennes, toutes plus belles les unes que les autres. Nous accostons maintenant à Tsarabanjina, le plaisir des yeux, qui est la plus belle des îles Mitsio. Cette île montagneuse est un lieu rare, une île privée dont le luxe résulte peut-être plus de l'isolement que du confort. L'île est un véritable aquarium vivant où regorgent des richesses marines multicolores d'une centaine d'espèces de poissons et plusieurs espèces de coraux, dont les spectaculaires gorgones. Il est temps maintenant de s'équiper pour plonger. Une fois sous l'eau, la féerie commence. Nosy Be, île enchanteresse, est réputée être la première destination touristique à Madagascar. Elle le doit à la qualité de ses prestations et de ses nombreux attraits. Les magnifiques reliefs et les vues panoramiques rendent Nosy Be unique pour un séjour de vacances très agréable. Une île pleine d'activités nautiques ou terrestres, avec un grand nombre d'hôtels dispersés dans les différents sites et chacun avec ses atouts spécifiques. Les réserves naturelles marines et forestières de l'archipel rendent les séjours riches en découvertes des plus dépaysantes. C'est un environnement imprégné du parfum intense des fleurs et peuplé de nombreuses espèces endémiques. Une atmosphère particulière, puissante et presque magique qui se dégage de ce bout du monde, répertorié comme l'un des plus beaux sites naturels au patrimoine mondial de l'UNESCO.